Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. Pourquoi bombarder une bibliothèque, un théâtre, une école ou encore un musée? Dans un cadre de conflit, ça semble secondaire face à la guerre et pourtant, derrière ces attaques, il y a parfois une stratégie bien plus profonde, effacer une langue, une mémoire, une identité. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 500 sites culturels ont été endommagés et pendant ce temps, les théâtres continuent à jouer à guichets fermés, les opéras remplissent leurs salles, la culture résiste. Alors aujourd'hui, dans le regard décalé, on se pose une question dérangeante. Et si la culture n'était pas un luxe, mais au contraire une arme de résistance? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Zenon Kowal, ancien conseiller spécial auprès de l'ambassade d'Ukraine. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Regard décalé. Alors aujourd'hui, on va se poser une question étrange mais essentielle. Et si la culture était une arme de résistance? Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir Zenon Kowal, ancien conseiller spécial auprès de l'ambassade d'Ukraine, un observateur privilégié des enjeux diplomatiques et géopolitiques liés au conflit et au conflit ukrainien, entre autres. Bonjour, Monsieur Kowal. Bonjour Gaël et Alors, merci pour l'invitation. avec un grand plaisir. Ma première question, dans chaque conflit, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des infrastructures énergétiques ou militaires qui ont pu être touchées, mais il y a également des bibliothèques, des écoles, des théâtres. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux lieux culturels? Est-ce qu'il y a derrière une stratégie assumée? Mais tout dépend des guerres, des types de guerres, bien évidemment. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre assez particulière, puisque la Russie, en tout cas Poutine, ne reconnaît pas l'existence de l'Ukraine. Il dit que l'Ukraine n'a jamais existé, que la culture ukrainienne n'existe pas et puis c'est une tradition qui vient encore, de l'empire des tsars, où, si on regarde un peu la politique des tsars de la Moscovie, comme on l'appelait à l'époque, et puis de l'empire russe par rapport à l'Ukraine, c'est de nier l'existence de la langue, de la culture, de l'identité ukrainienne et ça se poursuit aujourd'hui avec Poutine et donc la destruction et le vol, le pillage des musées, par exemple, la destruction des musées et cetera. Quand, la Russie occupe des territoires ukrainiens, dans les écoles, eh bien, on enlève directement tous les manuscrits, on met des manuscrits russes et cetera. Donc c'est quelque chose de systématique et si on regarde ces relations historiques entre la Russie et l'Ukraine, on voit que c'est vraiment un fil rouge qui continue sans arrêt. Je citerai peut-être encore un exemple qui est celui de la fin des années 30 du XXe siècle, enfin, pardon, fin des années 20, donc 1929-30. Après une brève période de renaissance de la culture ukrainienne, eh bien, on arrête et on fusille tous les jeunes, auteurs, écrivains, poètes, peintres, cinéastes et cetera et on les fusille. Ce qu'on appelait la Renaissance fusillée. Donc la culture ukrainienne est de nouveau éradiquée. Après la famine artificielle de 32-33, des millions de victimes mortes de faim par une famine artificielle sur les terres les plus fertiles du monde et cette famine artificielle, en fait, en tuant la population qui vivait à la campagne, vous savez que ce sont dans les campagnes que c'est dans les campagnes que se préserve, le plus la tradition, la culture, la langue, les différents dialectes et cetera. Eh bien, c'était aussi pour éradiquer la culture. Donc vous voyez que les enjeux qui peuvent exister dans certaines guerres sont vraiment des enjeux très, très lourds et l'éradication d'une culture et d'une identité en fait partie. Pourtant, paradoxalement, j'ai quand même le sentiment que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a un peu renforcé finalement l'identité culturelle ukrainienne. Je ne sais pas si vous faites le même constat? Oui, elle l'a renforcé bien évidemment parce que, heu, quand on regarde l'époque soviétique, heu et ce qui est repris aujourd'hui par Poutine, eh bien la Russie parlait toujours de relations avec l'Ukraine comme de relations entre 2 peuples frères et beaucoup d'Ukrainiens, heu, ont vécu dans ce narratif qui était perpétuellement répété des peuples frères et cetera, mais il y avait toujours un frère qui était plus grand que l'autre et donc c'est le frère russe qui dominait le frère ukrainien.
au détriment de la culture et de la langue, bien évidemment, puisqu'on russifiait l'Ukraine et sa tradition, sa culture, et cetera. Et donc, le fait que la Russie ait attaqué l'Ukraine, pour beaucoup d'Ukrainiens et pas que pour les Ukrainiens, pour beaucoup d'Européens, est apparu comme quelque chose de tout à fait inattendu. Personne ne s'attendait, ou très peu en tout cas s'attendait à ce que la Russie ose aujourd'hui, au XXIe siècle, de nouveau déclencher une guerre sur le territoire européen contre un pays voisin qu'elle appelait toujours un pays frère. Et beaucoup d'Ukrainiens se sont réveillés en se disant: «Oui, mais qu'est-ce que c'est pour des frères s'ils nous attaquent, s'ils nous détruisent, s'ils détruisent nos écoles, nos maternités, notre culture? Qu'est-ce que c'est pour des frères?» Et donc effectivement, il y a eu ce réveil à son identité et aux différences qui peuvent exister entre la Russie et l'Ukraine et pourquoi la Russie essaie de détruire et d'anéantir l'identité ukrainienne. On l'a dit en intro, hein, c'est vrai qu'on parle ici de la culture, détruite par le pays, attaquant, mais la culture, ça a aussi une arme, dans de nombreux conflits et c'est le cas en Ukraine. On voit parfois, on continue à jouer de la musique et à monter des pièces de théâtre, des spectacles. Alors, quand on voit ça de l'extérieur, on se demande un peu si c'est pas secondaire et pourtant, en fait, pas du tout, c'est vraiment essentiel. Oui, ce que vous dites est très vrai. Donc, je vais deux trois fois par an en Ukraine et c'est vrai qu'on a l'impression l'Ukraine est grande, hein, elle est un peu plus grande que la France, donc dans ses frontières internationalement reconnues. Et quand on se trouve dans certaines villes en Ukraine, on n'a pas l'impression que le pays, est en guerre. Parce que la ligne du front se trouve loin. C'est comme si, vous viviez à Lille et que la guerre se déroulait à Marseille, en France. Ouais. Vous ne ressentez pas immédiatement les effets de la guerre, sauf quand vous commencez à entendre des alertes aériennes, des sirènes, et cetera. Alors là, vous vous dites quand même: «Il y a peut-être quelque chose» et puis quand vous voyez, bon, des hommes en uniforme ou des soldats ou des personnes blessées, amputées, et cetera. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être en guerre et les gens, en fait, continuent à vivre. Ils doivent continuer à vivre. Parce que si la guerre et la peur que peut susciter la guerre paralysent les gens, plus rien ne se fait. L'économie ne travaille plus, les gens ne font plus rien et restent chez eux et l'État périclite. Et donc, il est essentiel de pouvoir continuer à vivre. Je rappelle toujours ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Blitz, quand les Allemands bombardaient Londres. Eh bien, le centre de Londres, le centre où se trouvent tous les théâtres, continuait à vivre de façon intense. Les dancings étaient pleins, les théâtres étaient remplis. Eh bien, la même chose aujourd'hui se passe en Ukraine. Les gens ont besoin d'avoir une bouffée de respiration, de rêve et donc tous les théâtres ukrainiens, tous les opéras, les symphonies, et cetera, sont pleines de public. Impossible de trouver des places maintenant pour aller, à des spectacles ou bien il faut faire la file pendant un certain temps et donc il y a un engouement réel pour pouvoir s'abstraire un peu du contexte stressant, du quotidien stressant que vivent les Ukrainiens depuis maintenant plus de 4 ans, c'est-à-dire plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale a jamais duré en Ukraine et pas qu'en Ukraine, mais en Europe. Et puis vous l'avez dit, hein, ça continue à faire vivre un pays parce qu'on en parle rarement, mais le coût économique de la destruction culturelle, est, important. Si je reprends ici, l'UNESCO vient de recenser, c'était le 13 mai dernier, hein, il y a vraiment pas longtemps. Oui. Je donne des chiffres: 527 sites culturels endommagés, 39 musées, 21 bibliothèques, 153 sites religieux. Je vous parle même pas des établissements éducatifs où on est à presque 4 500. Le coût économique lié à ces pertes est estimé aujourd'hui aux alentours des 20 milliards de dollars et les besoins de reconstruction pour la reconstruction culturelle et touristique est aussi évalué à plusieurs milliards. C'est souvent un angle qu'on sous-estime et pourtant, ben voilà, c'est essentiel et donc continuer aussi à faire vivre ces lieux culturels est essentiel. Oui, c'est un secteur qui est d'une importance, je vais dire, pas seulement économique, pas seulement politique,
Ça touche à tous les niveaux, ça touche aussi à la santé de la nation. Bon, vous parliez de l'éducation, le nombre d'écoles qui ont été détruites. Quand j'ai été en Ukraine, récemment, dans le cadre de jumelage, par exemple, entre Woluwe et Saint-Pierre, ici à Bruxelles, et Kotsioubinsky, qui était là, à la limite de Kiev, donc de la capitale, j'ai assisté moi-même, j'ai été visiter certaines écoles, on a vu qu'on doit reconstruire et réaménager tout ce qui est souterrain pour que les enfants puissent, en cas d'alerte, poursuivre leurs cours dans des conditions plus ou moins sécurisées. Tout est à revoir, vous savez. Au-delà des destructions, il y a des constructions qui se font en permanence et donc il y a, je veux dire, un bouleversement total de la vie et du quotidien des gens. Qui est à prendre en compte. Parce que vous parliez des destructions, mais à côté de ces destructions, il y a aussi beaucoup de construction qui doit se faire et que l'Ukraine serait incapable de tenir sans la solidarité internationale qui s'est organisée autour d'elle et notamment du côté belge. Et vraiment un énorme merci, on ne le répétera jamais assez, le soutien international est quelque chose de capital pour permettre, à l'Ukraine de tenir le coup aujourd'hui. On parle de soutien international, mais si on regarde un petit peu plus, en zoom, on voit quand même que dans de nombreux États, dans de nombreux pays, bah, les budgets pour la culture, sont rabotés. C'est le cas chez nous, en Belgique. Est-ce qu'on peut estimer que cette culture est parfois considérée comme un luxe, alors qu'elle devrait au contraire être pensée comme un véritable enjeu stratégique et diplomatique? Je suis tout à fait d'accord. Donc, on sait très souvent que quand des coupes sombres doivent se faire dans les budgets d'un État, on le fait surtout dans le domaine humanitaire et dans le domaine qui touche de ce qu'on pourrait appeler comme du luxe et du superflu. Mais ce n'est pas du luxe et du superflu, parce que la culture touche à l'identité de la personne, au développement de la personne, à la créativité, à l'ouverture à l'esprit critique, mais aussi je veux dire, au vécu commun que des gens peuvent avoir autour d'une œuvre d'art. Dans un exposé que j'ai donné il y a 2 ans en Ukraine, j'ai parlé de, la spécificité des États totalitaires. Que font les États totalitaires? Ils essayent d'isoler les gens, et d'éviter que les gens ne se rencontrent, ne partagent des émotions. Parce que quand une personne est isolée, on peut beaucoup plus facilement la manipuler. Et nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés que beaucoup de gens vivent en fait dans leur bulle, soit avec les écouteurs sur les oreilles, sans arrêt, et cetera. Les gens ne communiquent plus, ne parlent plus. Or, le monde de la culture est un monde de partage où, quand vous avez des émotions face à une œuvre d'art, mais vous souhaitez partager cette émotion avec quelqu'un, en parler, vous allez au théâtre, c'est la même chose, vous allez au cinéma, c'est également la même chose, et cetera. Et donc, c'est un vecteur aussi de communication, de rapprochement entre les gens. Et je crois que ça, c'est primordial dans une société qui, aujourd'hui, s'éparpille de plus en plus et manque de liens et de liants entre les gens. Depuis 2012, la Cour pénale internationale a intégré la protection du patrimoine, bah, dans ses textes législatifs. On se rend compte à quel point le patrimoine est important, la culture est importante et un acteur à part entière finalement d'un conflit. Vous le dites, hein, c'est tellement nécessaire que les gens puissent, se baigner de culture pour redévelopper le lien. Vous pensez que, en tant que diplomate, vous pensez qu'un jour la culture parviendra à avoir un pouvoir suffisant pour apaiser les esprits et les conflits? Très difficile. Bon, c'est un peu, un des slogans, hein, une des raisons de l'existence de l'UNESCO à Paris. Donc, vous savez que l'UNESCO s'occupe de la culture, de l'éducation. C'est un organisme où il y a cette plateforme où les gens peuvent discuter de la protection du patrimoine, par exemple, mais aussi d'éducation. Vous savez que, tout ce qui se passe dans le monde naît au départ, de la tête, des idées que les gens ont. Et donc, il faut veiller à ce que les gens puissent avoir un bon esprit critique, puissent avoir une bonne éducation, puissent s'ouvrir, au monde et aux autres. Et alors, ça permettra peut-être d'éviter, ce renfermement qu'on peut avoir
autour d'idées qui sont plutôt destructives, et au lieu de, je veux dire, de se concentrer sur les choses qui divisent les gens, essayer d'avoir des projets qui réunissent les gens et qui mobilisent les gens autour de quelque chose de positif. Voilà. C'est une excellente conclusion. On pourrait encore en parler pendant des heures. On sait que le sujet est vaste, mais on retiendra quand même aujourd'hui que, finalement, voilà, c'est dans la culture que se joue une partie essentielle, finalement, de la résistance grâce, entre autres, à l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Zénon Cowell, d'avoir partagé ce regard avec nous. Merci Gaël, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Et puis merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous évidemment vendredi prochain pour un nouveau regard décalé. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt. Lab 9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.